Le résistant burkinabé Ibrahim Maïga en danger de mort depuis les États-Unis. Alassane Ouattara en a décidé ainsi. Deuxième partie et fin. Au début, le nommé Maïga s'est fait remarquer au Burkina Faso et par la suite dans la sous-région par la pertinence de certaines de ses analyses. Il s'est illustré sur sa page Facebook par le symbole du sable des géomanciens qu'il utilisait pour présager les événements qui surviendraient dans son pays. La crédibilité de ces informations a même forcé la presse internationale à s'y abreuver. Il a été, avec votre serviteur, l'un des rares à donner les détails de la chute de Roch Christian Kaboré et de Paul-Henri Sandaogo Damiba. À une certaine époque, c'est le soldat le plus con de l'armée ivoirienne, le colonel Dozo Kone Zakaria, qui a dit à Alassane Ouattara qu'il connaissait très bien Ibrahim Maïga et qu'il pouvait le récupérer et le ramener dans la poche de son patron. Il s'en vanta tant et si bien que le dictateur ivoirien se laissa convaincre et donna le feu vert pour l'opération de charme. C'était mal connaître Ibrahim Maïga, qui a le sens de l'honneur comme tout bon burkinabé, issu du pays des hommes intègres. Il refusa tout net, et ce refus fut considéré comme un casus belli. Depuis lors, l'équipe s'est jurée de le lui faire payer très cher. Mais Ibrahim Maïga a un autre ennemi tenace. C'est Ben Mokhtar Maouloud. Ce Malien, originaire de Gao, marabout, homme d'affaires, trafiquant d'armes et dealer de cocaïne, considéré comme l'âme damnée de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, le frère cadet du despote ivoirien Alassane Ouattara, est décidé lui aussi à avoir la peau de cet activiste. En effet, Ibrahim Maïga ne lâche aucune occasion de mettre à nu les combines et les magouilles du marabout trafiquant d'armes malien qui a vendu à l'armée ivoirienne des drones, des blindés et des hélicoptères de si mauvaise qualité qu'ils sont tous tombés en panne les uns après les autres avant même d'avoir été déployés sur les théâtres d'opération ou les zones de surveillance des activités terroristes aux frontières ivoiriennes. Ben Mokhtar a fini par convaincre Téné Birahima Ouattara qu'on n'arriverait à rien avec Ibrahim Maïga et que la seule solution était sa mise à mort. Quand l'opération de charme de Kone Zakaria a échoué, on décida quand même de poursuivre la politique de la carotte en direction de l'intraitable activiste américano-burkinabé. Et ce fut au tour du général de gendarmerie, l'aide de camp d'Alassane Ouattara et commandant militaire du palais d'Abidjan, Bakari Diarasouba, de monter au créneau. Il se trouve que le frère biologique du général Diarasouba connaissait Ibrahim Maïga. On lui demanda donc de voir comment le retourner à coups de billets de banque. Le général Diarasouba fut chargé de faire le voyage Abidjan-États-Unis pour rencontrer Ibrahim Maïga et tenter de le retourner contre le Burkina Faso et le capitaine Ibrahim Traoré. Là aussi, ce fut chou blanc. De guerre lasse, le groupe conclut qu'il n'y avait pas d'autre solution que de suivre le conseil de Ben Mokhtar. L'élimination physique de cet empêcheur de tourner en rond. Dans la tête malade du vieux Grigou, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui dicte les attaques en règle contre lui via Ibrahim Maïga. C'est Ibrahim Maïga qui l'a mis en difficulté avec les pays de la CEDEAO. Alassane Ouattara, quand il était Premier ministre de Côte d'Ivoire, avait fait instaurer la carte de séjour contre les résidents d'autres pays de la CEDEAO qui étaient en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a tué ces pays? Ça ne s'est pas tué. On ne peut pas vivre dans un perpétuel chantage parce que la CEDEAO n'est pas une organisation sérieuse. C'est une organisation qui ne se préoccupe pas du bien-être des populations de la sous-région. La CEDEAO était où quand le Mali était agressé? Quand les terroristes ont pris les armes venus prendre Gao et descendaient sur Bamako? Elle n'a absolument rien fait. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire contre les séparatistes qui ont essayé à plusieurs reprises de mettre le Mali à genoux? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait quand Kidal était occupé? C'est dans son espace. Si la CEDEAO a des muscles à bander contre des régimes applaudis par les populations, elle doit avoir
des muscles à bander contre des terroristes, des assassins, et qu'ils essayent de tout faire pour mettre fin aux vies des populations de son espace. Mais la CEDEAO n'a jamais fait ça. Elle n'y a jamais travaillé. Elle s'est totalement désintéressée jusqu'à ce que certains se moquent de nous pour dire ah, allez-y vous occuper de vos terroristes, nous on se développe. Donc on n'est pas dans le même espace. Et ce sont ces gens qui partent s'asseoir pour prendre des décisions pour nous. Et même ces décisions, si elles étaient justes et équilibrées, ça allait se comprendre. Mais il faut lire le traité de la CEDEAO et m'expliquer. Où est-ce que dans le traité de la CEDEAO, il est dit que s'il y a un coup d'État dans un pays, on doit sanctionner les populations? Où? Nulle part. Et vous venez imposer des sanctions inhumaines contre les populations selon le bon vouloir de quelques putschistes. Quand je dis putschistes, je pèse mes mots. Les gens comme Alassane Ouattara. Ils ont modifié la constitution pour se représenter aux élections. Vous vous rappelez au Burkina en 2014, c'est ça qui a fait partie Blaise. C'est ça qui a fait partie Blaise. Parce que c'est considéré par la charte des élections et de la bonne gouvernance de l'Union africaine comme un coup d'État. Et la CEDEAO, même dans ses instruments, condamne ces genres d'actions. Mais non, il n'y a pas de problème, ça peut passer. La CEDEAO était où? Kambalo, tout récemment, a fait dissoudre l'Assemblée nationale contrôlée majoritairement par l'opposition politique. A fait descendre des soldats au niveau de la télévision nationale, de la radio, pour prendre le contrôle de ces choses. Et menacer les ex-députés de l'opposition d'emprisonnement. Qu'est-ce que la CEDEAO a eu à faire? Absolument rien. Au contraire, lui apporter son soutien. La même CEDEAO qui, quand au Burkina Faso, des farfelus qui se lèvent, qui sapent les efforts et le moral de nos troupes, qui combattent pour la survie de nos populations, sont réquisitionnés pour aller voir ce qui se passe sur le front, pour comprendre les réalités de notre peuple, se lèvent et communiquent pour dire que non, on est en train de violer les libertés. Cette même CEDEAO applaudit ou bien garde le silence quand Alassane Ouattara envoie un jet privé en Mauritanie pour extrader un activiste qui ne fait qu'utiliser une page Facebook pour s'exprimer. Cette même CEDEAO était où quand en pleine réunion, Blé Goudé et son parti avaient été interdits de poursuivre la réunion pour des motifs de sécurité nationale. Cette CEDEAO était où quand des forces spéciales de Côte d'Ivoire ont été déployées pour empêcher à Tidiane Thiam du PDCI et autres d'organiser leur congrès de renouvellement des instances du PDCI. Cette CEDEAO qui parle de liberté, comme si la liberté était bafouée seulement dans des pays dirigés par des militaires. Cette CEDEAO qui n'a aucun respect pour nous, qui dit être contre la prise du pouvoir par les militaires et qui au Niger, dans les premières heures, a envoyé le fils Déby au Niger comme premier médiateur. Mais attendez, cette CEDEAO se fout de qui? Parce que pour l'histoire du fils Déby, personne n'a envie de dire n'a besoin de dire quoi que ce soit pour que les gens comprennent. Même si le Tchad n'est pas de la CEDEAO. C'est une injure pour nous que vous nous envoyez quelqu'un qui est venu au pouvoir par la force pour dire aux gens de chez nous que vous ne devez pas prendre le pouvoir par la force. C'est un mauvais message. Et depuis quand est-ce que dans les textes de la CEDEAO, il est dit que la France doit participer aux réunions de la CEDEAO? La CEDEAO est un pampin qui est aux ordres de la France. Une organisation fantoche qui est prête à massacrer nos populations. À laisser les populations de la zone CEDEAO mourir. Juste pour faire plaisir à la France. Affamer des populations. Fermer des frontières. Aller plus loin. Menacer de les attaquer. 2 jours, Alassane Ouattara est parti en France. Tinubu a suivi hier. Il dit soi-disant que c'est pour une visite personnelle. Mais non, ils n'ont pas fini de planifier des coups contre nous. Mais on ne peut pas vivre avec des gens qui, jour et nuit, planifient des coups contre nous, comme si nous n'avions aucune dignité, comme si nous n'étions pas des êtres humains, comme si notre vie dépendait d'eux. Notre vie ne dépend pas d'eux. Avant la création de la CEDEAO, nos États existaient. La CEDEAO est un instrument qui était censé faciliter l'intégration. Ce n'était pas un instrument visant à réduire à néant la souveraineté de nos États. Nous sommes des États. Et vous ne pouvez pas utiliser le chantage de nos populations qui vivent dans vos pays ou bien quelque chose de ce genre pour nous garder continuellement dans une dépendance vis-à-vis de la France. On ne veut pas de la France. C'est fini. Il considère qu'une alliance
Ibrahim Maïga, Guillaume Soro, ne peut que conduire tôt ou tard à sa chute. Si après 5 ans, il n'a pas réussi à assassiner le président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, il espère réussir avec Ibrahim Maïga. Alassane Ouattara tint donc une réunion avec les kidams que j'ai cités. Et c'est à cette réunion que la décision fut prise d'éliminer le citoyen américain Ibrahim Maïga, fier de ses origines burkinabées. Pour se donner le maximum de chances de réussir, un plan d'assassinat fut concocté avec 2 volets. Le premier consistait à trouver une des anciennes copines ou compagnes d'Ibrahim Maïga qui accepterait de le mettre à mort à la manière dont Isiaka Ouattara, dit Ouattaro, fut tué, c'est-à-dire par empoisonnement. Le fiolage des ennemis est une pratique bien connue et bien documentée du pouvoir ivoirien. Le second volet était de trouver un tueur à gages pour l'abattre dans les rues des États-Unis. Pour ce qui est du volet empoisonnement, la dame qui a été contactée et qui doit faire l'opération est connue. Elle a subi un entraînement par les soins du général Diarra-Souba. Quant à celui qui doit exécuter l'assassinat, ils avaient songé un temps à envoyer un soldat ivoirien habitué à ce type d'opération. Mais ils ont fini par y renoncer à cause de l'efficacité du FBI dans la résolution de ce genre d'affaires et ont décidé de louer les services d'un tueur à gages local, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux aux États-Unis. Cela devra apparaître comme un règlement de compte entre dealers de drogue. L'affaire est très sérieuse. Ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient. Ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Moi, Chris Yapi, j'ai fait ma part. Si Ibrahim Maïga rentre en contact avec moi, il aura les noms précis de ceux qui veulent toujours le mettre à mort. Côte d'Ivoire, cocaïne, affaires, mysticisme, contact des terroristes. Ben Mokhtar Maouloud, l'homme des Ouattara. À Abidjan, dans les salons feutrés où se jouent les destins de millions de personnes, un nom circule discrètement, Ben Mokhtar Maouloud. Ce personnage énigmatique, dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières ivoiriennes, règne, tel un maître des ombres, sur une toile d'influence complexe, tissée à travers l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui le connaissent, il n'est pas qu'un simple courtier. Il est celui qui manipule les âmes et les armes, jouant des failles des systèmes politiques et économiques comme un virtuose. Derrière l'aura mystique qui entoure ce personnage se cachent des trahisons, des transactions douteuses et des manœuvres obscures. Son ascension, telle que la décrivait Machiavel, illustre la devise « Le prince ne doit pas se soucier des moyens employés, mais seulement de la fin ». Au Mali, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, Ben Mokhtar Maouloud était un convive régulier à la table du président, chaque semaine. Son cousin Mustapha Chafi, proche de Blaise Compaoré depuis 1987 à Ouagadougou, avait facilité son entrée au palais de Bamako, ouvrant ainsi la voie à ses affaires et à sa diplomatie parallèle. Très apprécié par ATT, Ben Mokhtar alla jusqu'à demander la main de la fille du président pour le mariage. Mais ATT s'opposa fermement à cette union. Pour le président, les affaires étaient acceptables, mais il refusait l'alliance de leur famille, connaissant bien la nature des activités de Ben Mokhtar, ses liens avec les groupes armés dans le désert et les contrebandiers. Ce refus est révélateur du danger que représente Ben Mokhtar Maouloud, un homme qui peut paraître inoffensif à première vue, mais dont les actions sont autrement inquiétantes. Lorsque Yahya Sanogo renversa ATT en mars 2012, Ben Mokhtar fut rapidement recherché, mais il réussit à être exfiltré vers Abidjan, où Alassane Ouattara venait d'accéder au pouvoir. Plus de 10 ans plus tard, Ben Mokhtar est devenu un acteur incontournable des réseaux de pouvoir pour la famille Ouattara. Air cocaïne, un vol dans les ténèbres du crime organisé. 2009, Tarkint, au nord du Mali, un Boeing 727
bourré de cocaïne, se pose sur une piste clandestine avant d'être détruit par les flammes, effaçant toute trace de ce trafic international. L'affaire, connue sous le nom de Air Cocaïne, secoue les services de renseignement internationaux. Au cœur de ce réseau tentaculaire, Ben Mokhtar Maouloud émerge comme une figure centrale, celui que l'on croyait cantonné aux cercles politiques et commerciaux apparaît soudainement comme l'un des rouages du narcoterrorisme sahélien. Des rapports de renseignement révèlent que ses connexions profondes avec les trafiquants maliens et les groupes terroristes tels qu'AQMI lui ont permis de jouer un rôle de pivot entre les barons de la drogue et les factions armées. Selon une citation tirée de Sun Tzu dans L'art de la guerre, « Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie ». Ben Mokhtar l'a parfaitement compris, jonglant entre les criminels et les leaders religieux, usant de valises de billets pour négocier des paix fragiles, tout en consolidant son emprise sur le Sahel. Abidjan, un empire militaire forgé dans les coulisses. Après avoir dominé les jeux de pouvoir dans les sables du Mali, Maouloud tourne son regard vers la Côte d'Ivoire. En s'alliant avec Téné Birahima Ouattara, le frère cadet du président ivoirien Alassane Ouattara, il obtient un accès privilégié au contrat militaire ivoirien. Ce partenariat lui permet de contrôler la fourniture de drones, blindés et hélicoptères. Mais ces transactions, bien que lucratives, laissent planer une ombre de suspicion. Les hélicoptères de mauvaise qualité qu'il a réussi à vendre à l'armée ivoirienne soulèvent des interrogations. Pourquoi de tels équipements inadaptés pour une armée en pleine modernisation? Cette situation et la découverte d'impayés des fournisseurs par Ben Mokhtar ont provoqué la colère de certains généraux ivoiriens dont les murmures sont restés dans les bureaux. Ben Mokhtar n'a toutefois pas été inquiété par la justice ivoirienne. Comme l'a dit Jules César, « Les armes cèdent à la richesse ». Les observateurs parlent de commissions occultes et de transactions masquées, des pratiques qui permettent à Maouloud de tirer les ficelles de l'armée ivoirienne tout en se cachant derrière ses réseaux d'influence. Cette habileté à manœuvrer en coulisses, protégée par ses alliances mystiques, lui permet de se maintenir au sommet, malgré les questions qui l'entourent. Les marabouts des Ouattara, une emprise mystique sur le pouvoir. Maouloud ne se contente pas de manipuler les affaires militaires et politiques, il tire également son pouvoir d'une autre dimension, plus insaisissable, le mysticisme. Depuis toujours, il a su s'entourer des marabouts Tadjikant de Gao, réputés pour leur pouvoir spirituel. Ces figures religieuses, vénérées dans tout le Sahel, forment l'un des piliers de son influence. Téné Birahima Ouattara, fasciné par ces pratiques mystiques, trouve en Maouloud non seulement un homme d'affaires, mais aussi un conseiller occulte capable de garantir son ascension politique. Derrière les portes closes des palais ivoiriens, des rituels secrets se tiennent, guidés par des prières ancestrales qui cimentent l'allégeance de la famille Ouattara à Maouloud. Comme le disait Napoléon Bonaparte, l'imagination gouverne le monde. Ben Mokhtar a compris que le pouvoir spirituel peut être aussi efficace que les armes, et il exploite cette croyance pour asseoir son influence. C'est dans ce cercle occulte que le destin de futur président a été prédit à Téné Birahima Ouattara. Et depuis, les activités sont intenses pour sceller des alliances occultes et officieuses pour réaliser cette prédiction. Ben Mokhtar s'est forgé une place de point focal de Téné Birahima auprès des marabouts et de leurs djinns, génies. Mystiquement, la Côte d'Ivoire est scellée et c'est Ben Mokhtar qui tient la clé du scellé. Les négociations secrètes avec Iyad Ag Ghali, le courtier des terroristes, mais Ben Mokhtar Maouloud ne se contente pas de régner sur Abidjan, il conserve des liens profonds avec le Sahel, notamment avec Iyad Ag Ghali, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou GSM. Il est également rapporté que Iyad Ag Ghali, lors de ses séjours à Bamako sous la présidence d'ATT, était régulièrement hébergé par Maouloud
ce qui renforce la proximité entre les deux hommes et souligne l'influence qu'il exerçait déjà à cette époque. Ces relations lui permettent de se positionner comme négociateur de l'ombre entre les groupes armés du Nord Mali et les autorités régionales. Là où d'autres voient des terroristes, Maouloud voit des opportunités de marchandage. Son rôle de médiateur est devenu essentiel pour maintenir une fragile stabilité dans les régions frontalières de la Côte d'Ivoire, mais certains s'interrogent sur ses véritables motivations. Négocie-t-il pour la paix ou pour renforcer son propre pouvoir dans une région où les alliances sont aussi changeantes que les dunes du désert? Comme l'a écrit Machiavel, il n'y a rien de plus difficile à prendre en main, de plus dangereux à conduire ou de plus incertain dans son succès que de prendre l'initiative d'introduire un nouvel ordre. Maouloud manœuvre avec une prudence calculée, toujours un coup d'avance. Corruption et contrôle des ministres, Maouloud, maître des coulisses du pouvoir ivoirien. Ben Mokhtar Maouloud n'a pas seulement tissé une toile complexe dans les cercles militaires ou spirituels. Ce stratège de l'ombre a également infiltré le cœur du gouvernement ivoirien, manœuvrant avec une précision chirurgicale pour s'assurer de la loyauté indéfectible des ministres en place. À travers une corruption habilement orchestrée, il a su manipuler des figures influentes du pouvoir comme des pions sur un échiquier. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.